Johan Ransquin est donc directeur du site de Sophia Antipolis, du site de l'ADEME, et directeur adjoint de la direction Ville et Territoires Durables. Il est en charge du pilotage d'une direction regroupant les équipes travaillant sur le bâtiment, la qualité de l'air, l'organisation urbaine, les transports, la mobilité, les friches urbaines et les sols pollués. Il a du travail. Dans ces champs d'activité, les actions mises en œuvre par la direction visent à promouvoir un développement durable des territoires en développant et diffusant les meilleures pratiques et technologies. À vous, Monsieur Ransquin. Oui, donc je vais essayer de faire assez vite parce que je suppose que vous avez tous faim et on a un petit peu de retard. Mais je voulais vous parler des stratégies d'atténuation et d'adaptation. Donc le sens de mon propos est pas je vais essayer de pas vous abreuver de définitions ou de notions techniques trop difficiles à absorber juste avant le repas. Par contre, je vais essayer aussi de vous donner quelques exemples d'actions qui sont mises en œuvre. Alors, ça tombe bien, les orateurs précédents ont fait un certain nombre de choses qui vont simplifier le boulot pour gagner du temps. Donc la première partie, c'était de vous parler de la situation alarmante que représente l'évolution climatique. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, la vue d'artiste est une vision un peu catastrophique de la chose, mais je pense ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que voilà, on a des records de température qui sont battus année après année, des vagues de chaleur, des pluies diluviennes, des ouragans dévastateurs. Je rentre pas dans le détail sur la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre qui est sans précédent depuis 3 à 5 millions d'années. Monsieur Doriac nous a expliqué pourquoi et comment ça s'était opéré. Donc je passe vite là-dessus. Par contre, ce que je voudrais bien que tout le monde ait en tête, c'est que le changement climatique, c'est deux choses, en fait. C'est l'évolution à la fois des conditions climatiques moyennes dans le temps, donc on est sur des périodes de temps assez longues, où on a une augmentation des températures moyennes, une évolution des régimes de précipitation, et puis donc, vous voyez là sur le petit graphique, c'est l'évolution notamment de la température moyenne, de l'écart de la température moyenne à la référence de ces dernières années, et on voit bien évidemment qu'il y a une augmentation et qu'on bat régulièrement les records de température. Et puis vous avez à côté l'autre volet du changement climatique, c'est quoi? Ce sont les phénomènes climatiques extrêmes. Donc l'intensité des événements climatiques évolue et le changement climatique, c'est bien la conjonction de ces deux phénomènes. Donc on est sur des périodes de temps qui sont différentes. Et donc il faut bien prendre en compte cela lorsqu'on considère ces évolutions climatiques. Alors les impacts du changement climatique, je vous montre ici une petite illustration qui vous donne des évolutions qui sont d'ores et déjà mesurées, des choses qui sont entre guillemets planifiées et qui sont des impacts directs, des impacts qu'on peut mesurer facilement, du type par exemple l'évolution de l'enneigement en montagne. Donc là on voit que depuis 30 ans l'enneigement au col de la Porte a baissé de 40 cm. On a une élévation de la température, on a une occurrence du risque de feu de forêt qui est estimé à l'horizon 2050 à plus 50% de risque. Donc tout ça, ce sont les événements, j'allais dire les impacts un peu directs que l'on perçoit, mais ce qu'il faut avoir vraiment à l'esprit, c'est que l'évolution, elle n'est pas, les impacts ne sont pas que des impacts directs qu'on peut mesurer. Il y a des tas d'impacts indirects qui ont des conséquences à la fois sociétales, des conséquences sanitaires, des évolutions à la fois en termes de pour le tourisme, pour les entreprises, l'aménagement du territoire, beaucoup d'autres choses. Et donc en fait, quand on est dans des logiques d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique, il faut bien avoir en tête que ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt à s'adapter aux impacts indirects qui sont des conséquences des impacts directs. Alors que faire? Donc déjà, première chose, si j'ai mis le « et » en rouge là-bas, c'est que c'est un élément extrêmement important. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on cherche à la fois à lutter
contre le changement climatique, donc à essayer d'en atténuer les effets, donc c'est la logique d'atténuation. Donc en fait, on va lutter contre l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, et puis on va embarquer là-dedans des logiques d'adaptation. Pourquoi ? Parce que ça a été expliqué par Monsieur Doriac tout à l'heure, mais en gros, l'accord de Paris, il n'en est pas à dire on va limiter le réchauffement climatique et le ramener à 0 degré, on n'en est plus là. On en est à dire qu'on va essayer de le contenir à 2 degrés, entre 1,5 et 2 degrés. Et donc, dans tous les cas, les impacts vont être là. Donc, il va falloir s'adapter. C'est une nécessité. On n'est plus du tout dans la logique de dire qu'il ne se passera rien. Donc, la logique d'atténuation, qu'est-ce que c'est ? C'est agir en amont sur les causes du changement climatique. Je limite les émissions de gaz à effet de serre. Donc, voilà, Monsieur Doriac nous a expliqué, par exemple, comment un industriel comme Total essaye de limiter au maximum les émissions de gaz à effet de serre liées à son activité et à celle de ses clients. Et puis, après, il y a la logique d'adaptation. Là, je suis dans la logique de gérer les conséquences du changement climatique. Et ça va concerner tout le monde. Ça va concerner les collectivités territoriales. Je vais vous donner quelques exemples après. Et puis, ça va concerner, évidemment, les entreprises, parce que derrière, il y a des logiques économiques, de business et de comment une entreprise fait pour intégrer dans son activité le changement climatique. Alors, pour ça, il y a différents outils qui existent. Là, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle le TACT, qui est les trajectoires d'adaptation au changement climatique des territoires. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'en a pas le temps. Simplement, la logique, elle est assez simple. C'est un outil, une démarche que porte l'ADEME. La démarche, elle est assez simple. D'abord, on va diagnostiquer les impacts du changement climatique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'évaluer pour un territoire quelle est la vulnérabilité du territoire à l'évolution climatique. Donc on va regarder est-ce que donc c'est pas facile à faire évidemment, parce que d'abord l'évolution climatique elle est pas autant on en a parlé de façon un peu générale, mais elle est très différenciée suivant la zone dans laquelle vous vous trouvez, même à l'échelle d'une région. Ça peut être différent d'une zone à l'autre. C'est pas les mêmes problèmes si je suis en montagne ou si je suis au littoral. Donc on a une logique donc de diagnostiquer les impacts pour évaluer la vulnérabilité. Ça c'est la première étape. Comprendre ce qui se passe et quels peuvent être les impacts sur nous. Ensuite, on construit des stratégies d'adaptation. Donc alors, toujours dans la logique atténuation et adaptation. Donc j'agis à la fois pour limiter mon impact et essayer de faire en sorte d'avoir le moins possible, de contribuer le moins possible à cette élévation de température, à ce changement climatique. Et puis ensuite, j'intègre le fait que je souhaite m'y adapter pour être résilient, c'est-à-dire, alors petite notion là-dessus aussi, la résilience, ça veut pas dire que je veux à tout prix revenir, c'est souvent ce qu'on a dans la tête, ça veut pas dire que je veux à tout prix revenir à l'état précédent. Ça veut dire que je veux être capable de survivre à ce qui s'est produit et surtout de garder une capacité d'adaptation pour le coup d'après. Donc il y a bien une logique qui est pas, je reviens pas à l'état précédent forcément, c'est pas toujours possible bien évidemment. Donc je construis des stratégies et puis comme dans toute démarche, la dernière chose, c'est d'évaluer les actions. Donc je les mets en œuvre et puis j'évalue et puis je me place dans une logique d'être capable de corriger. Donc ça, on va le comprendre sur la slide suivante. Non, pas celle-ci, je vais la passer pour gagner un petit peu de temps. C'est les trajectoires d'adaptation. Alors l'approche traditionnelle, c'est de dire j'identifie le problème, j'identifie le futur le plus probable, j'élabore un plan et hop, je mets en œuvre et je mets en place. Le problème, c'est qu'en fait, avec le changement climatique, ça marche pas très bien. On est plutôt obligé de passer par une planification dite dynamique, même si on concilie les deux. Pourquoi ? Parce que d'abord, la première chose, c'est qu'il faut qu'on reconnaisse et qu'on accepte le fait qu'il y a un certain nombre d'incertitudes. On ne sait pas aujourd'hui avec précision dire quels vont être les impacts de l'évolution climatique. Il va y avoir plusieurs choses. Il y a un certain nombre de phénomènes qu'on connaît, on les connaît pas tous. L'accord de Paris, il vise les 2 degrés, parce qu'en fait, le GIEC nous dit qu'au-delà de 2 degrés, ça devient quand même sacrément compliqué de prévoir ce qui va se produire. Quelles vont être les conséquences ? Donc c'est pas un hasard si c'est le 2 degrés qui est visé, c'est justement parce que après au-delà on sait pas trop ce qui se passe et on a un peu l'idée qu'il va y avoir un emballement et que ça va être extrêmement compliqué. Donc l'idée c'est que quand la première étape c'est de reconnaître et d'accepter qu'on a des incertitudes et donc du coup de planifier et d'élaborer des plans d'action qui permettent de conserver des marges de manœuvre. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire des actions qui me bloquent dans le reste de ce que je pourrais mettre en œuvre. Donc d'être vraiment dans une logique de pouvoir opérer différemment en cas d'évolution ou de crise. Donc on est dans ce qu'on va appeler donc une planification dynamique.
Alors, du coup, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer un petit peu le propos de ce qui peut être fait. Donc là, je commence par les collectivités, puis ensuite je vous parlerai un peu des entreprises. Alors, quand on est dans des logiques d'adaptation au changement climatique, je fais un focus sur l'adaptation, mais je vous demande de toujours garder en tête qu'à chaque fois, on concilie ça avec l'atténuation, évidemment. Quand on est dans des logiques d'adaptation au changement climatique, il y a 3 types d'approches. Il y a les approches dites grises, les approches dites vertes et les approches dites douces. Alors les approches dites grises, c'est les approches où on va on va travailler sur, par exemple, les infrastructures, l'aménagement urbain, de façon à pouvoir s'adapter à une évolution. Donc là, on a 2 exemples, l'écoquartier de la ZAC des Lucilines à Rouen, où en fait on travaille sur les infrastructures pour se protéger contre les crues, gérer les eaux pluviales, donc ça veut dire aménager différemment, ça veut dire travailler sur des logiques, par exemple quand on veut lutter contre les îlots de chaleur urbains, on va travailler sur la façon de rafraîchir la ville, par exemple en réfléchissant à l'implantation des bâtiments pour qu'il y ait des circulations d'air, pour qu'il y ait des ombrages, pour qu'il y ait ce genre de choses. Donc là on est dans de l'approche grise, on est vraiment dans de l'aménagement et puis de l'infrastructure. À Bordeaux, on a un autre exemple, simplement pour limiter la surchauffe à l'intérieur des rames de tramway, on a prévu des ombrières, tout bêtement, et on les place en dessous, et on est dans l'infrastructure. Si on peut mettre du photovoltaïque sur l'ombrière, c'est encore mieux, puisque du coup, on peut en plus produire de l'électricité et s'inscrire aussi dans une énergie qui est moins carbonée. Alors ensuite, vous avez les approches dites vertes. Les approches dites vertes, c'est les approches pour lesquelles on va faire levier en fait de la nature. Donc soit essayer de trouver des solutions qui sont fondées sur la nature, soit essayer de faire en sorte, quand on exploite la nature elle-même, type agriculture, sylviculture, intégrer dans la façon dont on l'exploite le fait qu'il y a une évolution climatique. Donc c'est le cas par exemple dans le parc national régional du Haut-Jura, où on travaille à faire évoluer les pratiques forestières en réfléchissant aux essences qu'on utilise, en réfléchissant à la façon dont on exploite la forêt, de façon à s'adapter à l'évolution climatique. À Grenoble, on a la gestion des eaux pluviales, mais qui, ce coup-ci, contrairement à ce qu'on a vu à Rouen, est basée sur les écosystèmes. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je désartificialise les sols. J'essaye de faire en sorte d'utiliser le sol lui-même comme un outil de gestion des eaux pluviales. J'utilise des espèces végétales qui vont être capables d'absorber de l'eau, de venir contribuer à la gestion des épisodes pluvieux très intenses ou ce genre de choses. Donc ça, ce sont les approches dites vertes, donc plutôt fondées sur la nature. Puis ensuite, il y a les approches dites douces. Donc là, on va retrouver là-dedans tout ce qui concerne l'usage, la gouvernance, le fonctionnement des organisations. Donc, par exemple, dans le parc naturel régional du Vercors, on se pose des questions sur la transformation de l'économie locale, qui est essentiellement basée sur le tourisme. Et donc là, on se dit, il y a des évolutions des eneigements. Il y a des difficultés. Est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir une économie qui est par exemple basée sur les sports d'hiver? Et donc là, j'essaye de faire évoluer l'activité de la zone pour que le tourisme évolue et que l'économie locale puisse conserver un avenir et une attractivité. Et puis dans les approches douces, donc il y a les évolutions de l'usage. Donc on a l'exemple ici de Rennes qui travaille sur la gestion de la demande de l'eau. En fait, l'idée étant de réduire au maximum la consommation d'eau, donc de lutter plutôt, réduire la consommation, c'est aussi surtout réduire les pertes. Donc ça, c'est ce qui se fait avec les services municipaux. On va traquer toutes les pertes au niveau de la production et de la distribution de l'eau. Et puis pour les ménages, donc c'est des petits échantillons à chaque fois qui ont été pris. On va travailler sur réduire la consommation. Donc comment on fait pour que l'usage de l'eau soit plus économe. Donc là, il y a un résultat qui est noté. Par exemple, donc la ville de Rennes, avec ce type de démarche, est capable d'économiser 1 million de mètres cubes par an, qui représente quand même la consommation de 50 000 habitants. Donc là, c'est des approches douces. On est sur de l'organisation, de l'usage, de la gouvernance. Donc là, c'était pour quelques exemples pour la partie des collectivités territoriales. Après, la question qui se pose, c'est pour les entreprises. Donc je vais passer assez vite sur les slides de départ, mais pour que vous ayez bien en tête que en fait, c'est une notion qui se développe de plus en plus dans les entreprises, qui prennent de plus en plus conscience du fait qu'il y a besoin
de s'adapter, ne serait-ce que, il faut anticiper le changement climatique pour préserver le modèle économique, le faire évoluer et avoir une entreprise qui fonctionne. Donc on a par exemple des chiffres, 80% des PME interrogées pensent que le changement climatique va impacter leur activité à long terme. On sait malheureusement qu'elles en ont conscience, mais qu'elles savent pas trop comment agir ou qu'elles le font pas beaucoup. Donc voilà, on a quelques exemples d'entreprises qui évoluent et dont je vais vous parler après. Mais c'est vraiment une notion qui est importante. Donc qu'est-ce que c'est que la capacité d'adaptation d'une entreprise ? C'est le pouvoir et l'aptitude à mobiliser toutes ses fonctions et ses ressources, finalement pour se prémunir contre les risques, les conséquences du changement climatique. Et puis surtout un élément qui est important, c'est en tirer parti parce que c'est un facteur de compétitivité à long terme. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se placer dans une logique de pérennité de l'activité, de réduire au maximum l'impact et de faire en sorte de pas mourir des conséquences et des impacts du changement climatique. Donc voilà, c'est un élément important. Il faut porter ça en fait quand l'ADEME s'approche, essaye d'accompagner les entreprises et de les conduire là-dedans. On essaye aussi de leur dire, voyez ça comme une évolution de votre business, anticipez ça, placez-vous dans une logique d'économie verte, de réduire vos impacts et compagnie. Et puis il en va quelque part de votre pérennité. Donc on va se retrouver dans les mêmes logiques. Donc pour cela, on utilise une méthode qui s'appelle ACT, qui veut dire Assessing Low Carbon Transition, qui a 2 objectifs. Un premier objectif, c'est d'évaluer quelle est la situation de l'entreprise à un instant T. Donc voilà, on va regarder ce qu'elle fait, comment elle s'organise pour atténuer son impact. Et puis il y a une logique prospective aussi dans ACT qui est de dire comment je m'adapte, comment j'évolue. Donc ça conduit à une notation en fait, donc qui est composée de trois critères. Le premier critère qui est vraiment une notation de ce qui se fait et comment j'évolue. Le deuxième critère qui caractérise la fiabilité de la première note, puisque en fait c'est assez compliqué à faire. Il faut aller chercher tout un tas de données pour être capable d'évaluer l'impact d'une entreprise et d'évaluer sa politique en faveur de l'atténuation. Et puis la dernière note, elle est plus justement le jugement sur l'aspect prospectif. Est-ce qu'elle est bien dans une dynamique de venir intégrer dans ces modèles d'affaires l'évolution du changement climatique ou pas? Alors c'est très important, hein. ACT, si on l'a fait, c'est parce que en fait, la plupart des entreprises, on avait un certain nombre d'entreprises qui disaient, moi, je veux pas faire du greenwashing, donc je veux que quand je dis quelque chose, ce soit fiable. Donc c'est pour ça qu'on le fait au niveau international, avec toute une normalisation, tout un tas d'éléments pour s'assurer que ce qu'on fait est convenablement bordé, on va dire. Et puis aussi, en attribuant ce type de notes, ça permet à l'entreprise de disposer de critères qui lui permettent ensuite de mesurer ses progrès, quoi. Voilà. Donc bon, je vous donne. Oula, il y a eu un petit souci là. Je pas dû appuyer sur le bon. Oui, c'est ça. Voilà. Bon là, donc je vais pas rentrer là-dedans, mais vous voyez les partenaires, donc l'ADEME et le CDP qui développent ça. Là, vous avez un certain nombre d'entreprises qui se sont déjà inscrits dans cette démarche ACT, sur le tour préliminaire, on va dire, puisque pour développer ces méthodologies, la complexité de l'acquisition des données fait qu'on est obligé de raisonner sur des secteurs d'activité. Donc on l'a fait dans un certain nombre de secteurs. Donc là, il y a l'électricité, en fait, il y a le gaz aussi, la construction automobile, le commerce la grande distribution, les transports, l'alimentation, le bâtiment. On développe des méthodologies pour les différents secteurs économiques et puis on développe aussi des méthodologies dites génériques qui vont permettre du coup d'obtenir une notation ACT indépendamment du secteur, sachant que c'est un premier niveau et qu'ensuite souvent il faut aller affiner et donc aller chercher des méthodos adaptés aux différents secteurs d'activité. Voilà, bon, celui-ci, on peut le passer pour aller vite. Donc, là, pareil, je vais juste vous donner quelques éléments. On va pas s'amuser à lire. C'est plus pour que vous puissiez, à la limite, y revenir après si les slides sont mis à disposition. Renforcer la capacité d'une entreprise, en fait, ça veut dire travailler s'appuyer sur ses ressources à la fois, donc, d'organisation, les ressources financières, comment je vais chercher des financements pour évoluer. Est-ce que je vais chercher du crédit d'impôt recherche? Comment je fais pour faire ça? Comment je valorise les risques aussi, parce que bien souvent, c'est le premier élément qui est très important dans ce type de démarche, c'est de mettre une valeur financière sur le risque climatique. Parce qu'à partir de là, l'entreprise l'intègre plus facilement dans sa stratégie. Ensuite, les ressources humaines, comment je forme le personnel, comment il évolue, les technologies, qu'est-ce qui est disponible pour évoluer. Donc on a vu avec l'intervention de l'école des mines qu'il existe des technologies, peut-être qu'un jour Total rentrera dans son activité ce type d'utilisation
des technologies plasma pour fabriquer de l'hydrogène, et puis changera de modèle d'affaires pour aller plus faire du non renouvelable ou des choses comme ça. Voilà, dans des horizons de plusieurs décennies, ça peut se concevoir. Voilà, je vais vous donner quelques exemples, puis après je m'en tiendrai là. Donc d'entreprises qui ont fait des choses. Donc une entreprise s'appelle Rockwinds, qui est une entreprise qui est basée à Bordeaux, donc qui a 8 collaborateurs qui sont basés à Bordeaux, mais qui travaillent essentiellement avec l'Afrique de l'Ouest, et qui est en fait un négociant qui est spécialisé dans l'approvisionnement et la vente de cacao en provenance d'Afrique de l'Ouest. Donc ils vont chercher le cacao, ils travaillent avec les producteurs locaux, ensuite ils en font le négoce, ils le transportent et puis ils le distribuent. Et eux donc quand ils ont fait leur analyse, en fait, ils se sont aperçus qu'ils étaient vulnérables vis-à-vis du changement climatique. Pourquoi ? Parce que la filière d'approvisionnement en cacao, elle est fragilisée, évidemment. Des cours qui varient fortement en fonction des conditions climatiques. La baisse de la disponibilité en eau et la hausse des températures provoquent des variations de cours qui provoquent des difficultés dans leur modèle économique. Et puis, il y a des problèmes de développement de moisissures sur les fèves dû au fait que l'humidité de l'air augmente, et donc du coup ils sont soumis à ça. Donc ils ont mis en place un certain nombre de mesures, donc mis en place un département météorologique qui est en charge de travailler d'étudier l'impact du climat sur la production, et qui du coup va adapter la gestion des stocks en fonction de ça. Ils ont développé des partenariats avec des instituts de recherche pour justement aller sélectionner des fèves qui sont moins gourmandes en eau, ou des choses comme ça. Et puis mise en place d'un programme de monitoring au Ghana. Là, l'idée c'est de travailler donc sur les exploitants pour renforcer leur résilience, qu'ils soient capables de résister beaucoup mieux aux évolutions climatiques, tout simplement pour qu'ils perdent pas les gens qui produisent la matière première qu'ils utilisent, quoi. Voilà. Un deuxième exemple, c'est Mountain Equipment Coop, qui est donc dans l'industrie textile, c'est le leader dans la distribution du matériel et vêtements de plein air au Canada. Donc là, on est sur une entreprise beaucoup plus grosse, 2600 collaborateurs, et qui donc 455 millions de dollars canadiens de chiffre d'affaires. Conçoivent les produits, ils les font fabriquer, vont chercher les matières premières, ils les font fabriquer, et ensuite ils les distribuent dans un réseau de magasins. Donc la question, c'est à la fois l'amont et l'aval de leur activité est impacté par le changement climatique. Hausse du cours du coton sous l'effet des périodes de sécheresse, variabilité des saisons de sport d'hiver, qui fait qu'ils se posent des questions sur la gestion de leur stock en lien avec le changement climatique. Donc plusieurs mesures mises en place, intégration dans la planification financière, donc évaluation des impacts sur la chaîne de valeur. Donc toujours l'idée de donner une valeur financière à la variation climatique pour que ça soit intégré dans la stratégie. Mettre en place des solutions météo pour gérer les stocks, c'est-à-dire gérer les stocks en fonction de comment ça varie. Et puis diversifier les approvisionnements pour éviter d'être soumis aux aléas dans une seule zone. Voilà, je termine avec un dernier exemple un peu plus proche de nous, c'est Vinci Autoroute. Donc premier opérateur d'autoroute en concession, donc qui est présent sur la totalité du cycle, puisqu'il fait à la fois la conception, la fabrication de la chaussée et ensuite l'usage de la chaussée en tant qu'exploitant d'autoroute. Et donc il mobilise plein de corps de compétences, la gestion foncière, des gens spécialisés dans le BTP pour construire les chaussées, des gens dans la service aux clients. Voilà, et eux, la question, ce qui se pose, c'est la suivante, ils ont une hausse des coûts de maintenance et d'exploitation qu'ils perçoivent à travers l'évolution du changement climatique. Pourquoi ? Il y a des retraits, gonflements des argiles qui déforment les chaussées et qui les abîment, et donc ils sont obligés de les réparer. Ça a des conséquences. Des événements un peu violents, type inondation, forte précipitation, font que les gens peuvent pas emprunter les autoroutes, et donc ça a évidemment un impact aussi sur leur activité. Donc ils ont mis en place un certain nombre de choses. Donc ils ont mis en place un projet pilote sur la bretelle A8 à 51 dans le pays d'Aix pour regarder la vulnérabilité climatique de leurs ouvrages. Ils ont mis en place des systèmes d'information donc pour avoir un suivi du risque climatique et une maintenance prédictive de la mise en place de leur chaussée. Et puis un groupe prospectif, là l'idée c'est de travailler avec tous les intervenants pour être capable de chiffrer de faire travailler tout le monde et d'intégrer l'adaptation au changement climatique partout dans toute la chaîne de valeur de l'entreprise.
Voilà, bon, donc les principaux enseignements, je vous laisserai regarder, mais l'idée, c'est bien d'avoir en tête qu'on travaille à la fois sur l'atténuation et l'adaptation. On embarque l'adaptation dans l'atténuation, et on est dans une logique vraiment d'anticiper ce qui va se produire pour éviter d'en subir les conséquences trop violemment, quoi. Voilà, je vous remercie de votre attention.